Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord avec aujourd'hui pour commenter l'actualité Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour. Directeur général de l'IFOP. Vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes. Arnaud Benedetti, bonjour, professeur à la Sorbonne. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire qui vient de paraître d'ailleurs. Oui, le dernier numéro sur le savant, le politique et le peuple, l'enjeu du siècle. Point d'interrogation. Voilà. Point d'interrogation. Et votre dernier ouvrage, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples que vous avez coécrit avec Stéphane Rosès, un entretien avec Stéphane Rosès. Voilà, c'est ça, c'est un entretien avec Stéphane Rosès aux éditions du CERF. Et merci. Sophie de Menton qui vient d'arriver. Bonjour Sophie, bonne fête. Valérie. Bonne fête. Merci, mais à vous aussi, à vous tous. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, fondatrice de la fête des entreprises, de J'aime ma boîte. C'est demain, jeudi. Vous allez évidemment nous en parler et nous attendons Franck Tapiro, publicitaire et cofondateur de Data Calab et du mouvement citoyen. C'est génial, il va pouvoir chanter. Vous savez qu'il m'a composé une chanson pour J'aime ma boîte. Ah bah alors, et on va le faire chanter à l'antenne. Eh ben on le fera chanter, ça nous donnera un peu de légèreté dans ce monde, très compliqué. En ce moment, Joe Biden est en train de s'entretenir avec Benjamin Netanyahou, le drame à Gaza, la terrifiante frappe. On ne se prononcera pas pour savoir d'où vient cette frappe, mais c'est abominable puisqu'un hôpital a été frappé, que plus de 500 personnes y ont trouvé la mort. On va parler de ces attentats. Est-ce qu'on va devoir s'habituer à un djihad d'atmosphère ? Moi, je suis assez fascinée de voir tout ce qu'on met en place, la prévention, mais que peut-on contre ces loups solitaires, entre guillemets, qui sortent un jour avec un couteau ? Gérald Darmanin qui affirme que la haine du juif et la haine du flic se rejoignent et qui peut battre le RN aux européennes, Frédéric Dabi, puisque c'est votre sondage IFOP fiducial. Mais on va commencer par notre tour de table avant cela. Et Frédéric, c'est un coup de cœur. Je vous demande d'avoir des coups de cœur ou coups de gueule un peu en dehors. Alors, Sophie va nous parler avec talent de J'aime ma boîte. J'avais participé au premier lancement jadis, si je puis dire, au Sénat avec Christian Poncelet, si je ne me trompe pas. Voilà, ça nous rajeunit pas. Moi, je vais plutôt dire, Valérie, j'aime le cinéma et j'aime le cinéma français, puisqu'on a en ce moment une moisson de films français assez remarquable. J'ai regardé le box-office de la semaine dernière, qui ne prend pas en compte les succès de cette semaine, mais il y a 5 films français sur 10 au box-office, notamment le fameux film, je me permets de faire une publicité de Citoyen, Le règne animal, qui est je ne sais pas si vous en avez parlé dans votre partie culture avec notre ami Gilles, mais c'est un film absolument formidable avec Romain Duris et Paul Kircher, un film de science-fiction, un conte philosophique, un film de réflexion, un film d'amour entre son père et son fils. Et c'est vrai que souvent on nous demande où va l'argent. Et il y a eu beaucoup de papiers, de propos sur les aides au cinéma français, le CNC, etc. Mais on voit qu'il y a un cinéma français, il n'y a plus beaucoup de cinéma italien, il n'y a plus beaucoup de films allemands, alors que quand ces films italiens ou allemands sortent, sont des films remarquables. Le cinéma espagnol a fortement basculé sur les plateformes, sur Netflix. Il y a un cinéma français, un cinéma de qualité, quand on voit Le règne animal, quand on voit Bernadette, quand on voit Le procès Goldman, quand on voit Anatomie d'une chute, qui a dépassé, alors au-delà de la polémique sur ce qu'avait dit de manière un peu sotte Justine Triette, ça fait 1,5 million d'entrées. Voilà, c'était un coup de cœur sur J'aime le cinéma français, et ça vaut le coup parfois d'aider le cinéma, parce que on a des bonnes surprises, d'être dans un contexte de crise, de tristesse, où on dit même parfois n'allez pas au cinéma parce qu'il y a des punaises de lit. Je trouve que ça vaut le coup de mettre cette bonne nouvelle, et j'incite à aller voir Le règne animal. Alors permettez-moi un coup de cœur pour D'argent et de sang de Xavier Giannoli, qui est une série sur Canal+, qui est absolument remarquable, sur la taxe carbone. Alors la taxe carbone, ça vous intéresse peut-être pas, moi j'y connaissais pas grand-chose. C'est une fiction haletante qui est réalisée. Alors Xavier Giannoli fait plutôt du cinéma. Oui, quand j'étais chanteur. Entre autres, moi qui ai un de mes films préférés, Les Illusions perdues, et Ramzy Bedia a un rôle exceptionnel. Franchement, moi j'ai été scotché. J'ai regardé ça hier soir. Je vous le conseille. Puis je refais mon coup de gueule sur France Télévisions, qui a programmé le collège de Monsieur
Paty hier soir face au foot. Je trouve ça lamentable. Il y avait moyen de prévoir peut-être de diffuser ça le lundi, le jour de la commémoration à Samuel Paty. C'est arrivé en 4e ou 5e position avec moins un peu plus d'1 million de téléspectateurs et aucune promotion. Gilles l'a dit tout à l'heure, on a demandé à recevoir Marie Drucker qui présentait, la réalisatrice, le producteur. Rien n'a été possible sur un sujet comme celui-là. C'est absolument honteux. Ça donne une impression de catimini. Alors il y a eu sûrement des articles dans la presse, mais enfin il faut mettre le paquet sur un document, même compte tenu de ce qui s'est passé, une déprogrammation de la rediffusion du téléfilm de lundi aurait été possible. Je ne comprends pas. Vous savez, je me permets encore de prendre la parole et après, promis, je me tais. J'avais fait une enquête en juin dernier pour le CNAL, le Comité National d'Action Laïque, sur les enseignants, et il y a un chiffre qui m'a vraiment frappé, il est estomacant si je puis dire. 42% des enseignants français déclarent avoir modifié en partie leur enseignement depuis l'assassinat de Samuel Paty. Et ce qui s'est passé avec Dominique Bernard, où il est mort, non pas pour ce qu'il a fait, Samuel Paty a fait quelque chose de pas du tout répréhensible bien sûr, mais pour ce que Dominique Bernard était, ça montre à quel point les enseignants, comme parfois les Français de confession juive, comme les policiers, peuvent être des cibles pour les terroristes. Absolument. Coup de cœur, Arnaud, coup de cœur... Oui, coup de cœur pour un intellectuel qui est disparu il y a maintenant 40 ans, le 17 octobre, le 18 octobre, c'est Raymond Aron. Alors Raymond Aron, faut-il le présenter, c'est quand même une des grandes voix du débat intellectuel du XXe siècle. C'est quelqu'un qui manque beaucoup d'ailleurs dans ce débat aujourd'hui, parce que c'était une voix à la fois tout en nuances et qui savait aussi être critique par rapport à son propre camp. Il appartenait à ce que l'on appelait la droite libérale. C'était un vrai libéral. Et on manque aujourd'hui, je pense, même sur le plan politique, de vrais libéraux. Aron il n'était pas seulement libéral sur le plan économique. D'ailleurs, il était intellectuellement libéral. Il était politiquement libéral. Et d'ailleurs, beaucoup de ceux qui se réclament aujourd'hui de Raymond Aron n'ont, me semble-t-il, pas toujours lu d'ailleurs Raymond Aron, parce que je pense qu'il aurait des positions vraisemblablement différentes de ceux qui s'en réclament aujourd'hui. Quand il est décédé, Serge Julier avait fait un très très bel édito dans Libération. Moi je me souviens, j'étais à Sciences Po, j'étais jeune étudiant à Sciences Po à ce moment-là. Une fois décédé ? Une fois, oui, quand Raymond Aron est décédé, il avait fait un très bel édito, et il avait dit « La France perd son professeur ». Et c'est vrai que Raymond Aron, c'était un professeur de scepticisme, un professeur de doute, un professeur qui remettait toujours en question la vérité du moment, et qui, en effet, très souvent a pris des positions qui étaient des positions, j'allais dire, à contrario des vents dominants. Et on disait d'ailleurs à une époque, il vaut mieux avoir raison avec Sartre. Oui, il vaut mieux avoir tort avec Sartre, qu'avoir raison avec Raymond. J'aimerais garder la magnifique formule d'un professeur de doute. Vous venez de dire un professeur de doute, et c'est formidable. Il a écrit un très beau livre à la fin de sa vie, juste avant ses mémoires. C'était un livre d'entretien. Il avait été interviewé à l'époque par Dominique Volton. Ça avait d'ailleurs donné lieu à 2 ou 3 émissions sur à l'époque, c'était Antenne 2. Il disait que ce qu'il animait, c'était toujours l'esprit fécond du doute. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus à toutes les prises de parole et les prises de parole publiques. Donc, hommage à Raymond Aron, une grande voix du débat intellectuel qui, je pense, nous manque beaucoup aujourd'hui. Non, mais vous avez parfaitement tout dit, Arnaud. C'était quelqu'un qui a été... minoritaire sur le regard sur l'Union soviétique, minoritaire sur l'union de la gauche. Il a condamné l'alliance du PC et du PS, comme aujourd'hui, je fais un parallèle historique hasardeux, l'alliance entre LFI qui sort du genre républicain et les autres partis de gauche suscite des critiques très fortes. Et c'est vrai que c'était un sage, et je salue amicalement mon ami Francis Ball, qui a été un secrétaire, son proche, qui a beaucoup travaillé avec Raymond Aron, et qui est il est aussi un grand professeur. Je me permets, parce que je suis moi-même à la tête d'une revue, il est le fondateur
fondateur d'une très belle revue, la revue Commentaire. Absolument. Voilà, mais c'est vrai que Sartre était... c'était alors Sartre, Aron a expliqué d'ailleurs les raisons pour lesquelles Sartre, finalement, au-delà qu'idéologiquement, évidemment, Sartre séduisait une partie de la jeunesse estudiantine et de la jeunesse plutôt à gauche, très à gauche même, c'est que Sartre avait une corde que Aron n'avait pas. C'est que Sartre était ce que l'on appelait un intellectuel total. C'est que non seulement c'était un essayiste, non seulement c'était un philosophe, mais il était capable de faire du théâtre, il était capable d'écrire des romans, il était même capable d'écrire des chansons. Il avait écrit d'ailleurs des chansons pour Juliette Gréco. Oui, tout à fait. Je voudrais juste ajouter que je me demande si ce n'est pas l'idéologie qui est la mère de tous les excès et de toutes les guerres. Oui, non, mais l'idéologie, la différence, c'est que ce n'était pas un idéologue, lui. Non. Et voilà. Et dès qu'il y a de l'idéologie, ça discrédite la pensée, ça empêche de dialoguer. Il y a un très bon bouquin de Jenny Bastier qui s'appelle La guerre des idées, où elle explique qu'on ne peut plus dialoguer car on est dans des postures. Et si on trahit elle peut s'attribuer sa posture, elle aussi, pas vraiment. Non. Un peu. L'intellectuel, son bouquin est très c'est intéressant, cultivé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a des positions comme bien sûr. Voilà, mais idéologue, non, je crois pas. Et la grande force d'Aron, c'est qu'il ne distinguait pas entre les totalitarismes. Il y a un très beau livre d'Aron qui s'appelle Démocratie et totalitarisme, où il explique que les totalitarismes, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, se rejoignent tout à fait dans leur fonctionnement. C'est intéressant. Bravo à Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Je rappelle votre dernier livre, La Fracture, qui est paru aux éditions Les Arènes. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Votre dernier ouvrage, Chaos, livre d'entretien, un essai sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès, paru aux éditions du Cerf, et Franck Tapiro, publicitaire, bonjour, et cofondateur de Datacalab et du mouvement citoyen ACCT. Et on vous a beaucoup vu sur les différentes antennes ces derniers jours, et on va revenir avec vous sur l'interview de Daniel Obono hier par Jean-Jacques Bourdin. On va évidemment revenir sur ce qui se passe à Gaza, terrible frappe. Vraisemblablement, soyons prudents, mais vraisemblablement venu du djihad islamique. En tout cas, l'hôpital de Gaza détruit avec des centaines de morts. C'est absolument tragique, et des manifestations un petit peu partout dans le monde en soutien au Hamas. On va revenir sur tous ces sujets avec vous. Permettez-moi un petit coup de gueule encore. Je suis très en verve aujourd'hui. On a appris hier que Air France allait quitter Orly. Donc, vous ne pourrez plus prendre un vol d'Air France à Orly. Tous les avions vont être rapatriés à Roissy. Air France va perdre plein d'argent. À moins d'un an, un tweet de Maître Eolas qui dit à moins d'un an de l'arrivée de la ligne 14 à Orly, se barrer à l'aéroport le moins bien desservi, c'est un coup de génie. Donc Air France, c'est absolument hallucinant. Genre, Roissy, mais comment il légitime cette décision? Je ne sais pas. Pour des raisons économiques. Oui, c'est des raisons économiques. Gustave Romanet, qui est le patron des aéroports de Paris, que nous avons reçu la semaine dernière, où ça a duré 1h30, il a expliqué tout ce qui se passait. Il n'y a pas eu trace alors à mon avis, il n'avait pas l'information. Ça doit être annoncé le 18 octobre, donc il ne devait pas avoir l'information. C'est aujourd'hui. Il n'avait pas l'information. Est-ce que c'est peut-être pour mieux organiser le rapatriement raté des Français d'Israël? Je ne sais pas. Mais il faudrait qu'on en reparle aussi de ça, avec à peine un vol par jour. Transavia qui a tout annulé. Et donc les Français qui restent là-bas, qui attendent d'être rapatriés, ça a été épouvantable, renseignez-vous. Tous les Français qui étaient en Israël et qui attendaient le rapatriement de la part d'Air France. Pourtant, on a fait des belles images. Il y avait la première ministre, il y avait tout le monde. Les images ont été fortes. La France a été formidable, mais Air France a été complètement au-dessous de tout. Et ils ont mis parfois plus d'une semaine, alors que les autres pays beaucoup plus petits que nous organisaient des vols réguliers. Il y a même des vols avec des énormes avions militaires. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas décoller de là-bas? Parce que moi, j'ai entendu dire. C'est le personnel qui a une clause de conscience en disant on a peur d'y aller. Alors, tous les autres pays du monde allaient chercher leurs ressortissants, et nous, on se permet d'avoir une crise de conscience.
Le groupe attribue cette décision à une chute structurelle de sa demande domestique, faisant notamment état d'une baisse de 40% du trafic sur les lignes domestiques au départ d'Orly. Donc, ils sont concurrencés par le train quand même. Hein. Ils ont déjà fermé des lignes domestiques. Ils ont fermé le Paris-Bordeaux d'Orly depuis 2-3 ans et le Paris-Montpellier, si je ne me trompe pas. Il restait des Paris-Marseille. Il existe toujours. Il restait des Paris-Marseille, il restait un certain nombre de Paris-Nice. Vous imaginez aller à 1 heure pratiquement de Paris de voiture pour aller prendre un avion en voiture qu'en avion. Absolument. Donc on comprend, oui, qu'il y a des raisons économiques, mais qui prend la décision finale de ça? Ben Smith, le patron d'Air France, il a abandonné le hub, comme on dit, d'Orly. Donc c'est une bonne décision économique, vous croyez? J'en sais rien. Je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, je pense que c'est ce qui a motivé cette décision, vraisemblablement. Bon, Sophie, j'aime ma boîte. On parle d'une actualité heureuse avec vous. C'est l'anniversaire demain. On parle d'une actualité heureuse. C'est la 21e fête des entreprises demain. Et j'y tiens beaucoup. Et Franck Tapiro a été formidable parce que dès la 2e année, il a pris son orchestre et il m'a fait une chanson. Et tout à l'heure, je ne lâche pas, il va peut-être nous fredonner cette chanson qui est passée sur BFM Business hier. J'aime ma boîte. Ça me rappelle les bons souvenirs. Hein. Mais ça marche encore. C'est intéressant. Comme quoi, c'est bien de fêter, je trouve, les entreprises et de rappeler que les gens sont heureux dans leur boîte. On n'a pas de se plaindre. Et en plus, alors justement, d'ailleurs, au-delà de ça, parce que bon, on peut fêter ça, etc. Ça va. Il y a un sondage très intéressant qui a été fait d'ailleurs. On aime son patron dans les petites boîtes, on aime encore plus sa boîte quand elle est petite. On aime le télétravail n'a rien à voir là-dedans et en fait il y a une convivialité. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que face à tout ce qui se passe à cette actualité dramatique, je pense que l'entreprise est un hub. C'est-à-dire que d'abord c'est le commerce qui fait se réconcilier les peuples, c'est le commerce qu'il faudra redémarrer dès qu'il y aura un semblant de paix quelque part, c'est le commerce qui a fait que la Palestine a travaillé quand même avec Israël et inversement pendant des années, c'est là que et vous savez quoi, les chrétiens d'Orient qui sont membres éthiques, j'étais sidérée, je leur dis mais enfin pourquoi vous êtes membre d'un mouvement patronal? Ils m'ont dit parce que avec l'argent qu'on a, on investit dans des entreprises en particulier au Moyen-Orient, parce que quand on investit, c'est le seul lieu où les communautés travaillent ensemble. Donc je voudrais vraiment qu'on ait un autre regard aujourd'hui sur l'entreprise. Je sais qu'on aime beaucoup se plaindre, qu'au moment de j'aime ma boîte d'ailleurs, il va y avoir un énième conciliabule sur ce qu'on fait pas bien, sur les salaires, etc. Et voilà. Et puis un coup de cœur. Un coup de cœur parce que justement aujourd'hui il y a LVMH, vous allez tous hurler évidemment, dévoile sa maison des métiers d'excellence, mais c'est pas des produits qu'ils vont vendre, c'est que ils ont fait une maison de la main, ils ont fait la construction en plein centre de Paris des métiers d'excellence pour transmettre les savoir-faire, attirer les jeunes dans l'artisanat, et ça c'est fondamental. Si on aime les entreprises, il faut qu'on aime l'artisanat. On a besoin de jeunes, il faut arrêter de leur filer un bac gratos qui n'aboutit à rien, et il faut que quand ils aient du talent, ils puissent devenir bijoutiers, couturiers, cordonniers, etc. Et ça, franchement, on le dit pas assez, c'est le privé qui fait ça. C'est des boîtes. Mais ce matin, il y avait aussi des articles dans le Figaro qui montrent qu'il y a un nombre de PME qui sont en train de fermer. C'est de plus en plus difficile. Non, bonne nouvelle. Alors une auditrice me dit la start-up Supraway a développé un projet de transport aérien entre aérotrain et téléphérique pour désengorger le trafic urbain. 2 démonstrateurs devraient voir le jour en France d'ici 2024. Il y a de l'innovation et il y a des choses. Merci de ces bonnes nouvelles. Je vous signale quand même qu'on reçoit sur les réseaux des menaces et des choses parce qu'on parle d'Israël, fait que israéliens sionistes. Je ne sais pas si je dois les citer, mais en tout cas, non, c'est pas on va faire trop de pub. Mais c'est voilà, sachez qu'en tout cas nous signalons ces messages. La division commence à être partout. Bien sûr. Ça va faire un regain d'antisémitisme, cette histoire. Mais ça va pas faire. Mais c'est pas n'importe quelle division. Encore une fois, l'erreur absolue que commettent toutes les personnes qui défendent ou qui disent défendre la cause palestinienne, c'est de pas dissocier la cause palestinienne du Hamas. Mais oui. Et en fait, ils sont en train de suicider la cause palestinienne. Donc ils devraient tous crier à mort le Hamas parce que c'est eux qu'il faut éradiquer. Le Hamas, n'oublions pas, retient en otage non seulement la population palestinienne et massacre aussi une partie de la population israélienne quand elle fait des incursions comme le 7 octobre avec cet attentat odieux. Donc ce qui est sidérant, c'est de voir aujourd'hui l'amalgame, ça va être d'amalgamer
le Hamas et la cause palestinienne. Si c'est ça, dans un siècle, on se rappellera malheureusement que c'est pas le Hamas qui a commis cet attentat, mais les Palestiniens. Donc il faut savoir défendre une cause quand on la pense juste, mais pas se bourrer dans les mots. Mais évidemment que le soutien aux Palestiniens est évident à cette population qui vit sous le seuil de la viabilité, sur ces gens qui vivent dans la terreur de la guerre. Il y a 3 problèmes et 3 questions très différentes. C'est ça qui est difficile. Il y a la Palestine en elle-même, il y a le djihad et il y a la question d'Israël, avec le gouvernement d'Israël. Et Israël n'est pas blanc-bleu. Et je veux dire, il faut savoir je suis pas d'accord, je t'arrête tout de suite. On parle Non, attends. Si on parle d'un attentat terroriste et qu'on reprend les causes des 50 dernières années de la politique, quelque part, je suis désolé, Sophie, tu peux pas le dire. Mais non, tu peux pas le dire. Pourquoi ? Parce que c'est cautionné. Si je te demande cautionne rien comme avec Karim Zeribi il y a quelques jours, si on parle comme ça, alors à ce moment-là, je vais te dire, qu'a fait la France pour mériter le Bataclan ? Et tu vas voir que tu vas être dans la merde. Mais j'ai jamais... Attends, je n'accuse personne, je ne dis rien, je suis noacée. Mais encore une fois, on peut pas parler de cet attentat en parlant de la politique israélienne. Non, mais il y a quand même... Il n'est pas très facile, le chef d'État d'Israël. Mais alors, c'est pas ça qui va justifier l'attentat terroriste. Qui t'a dit que ça justifiait ? Mais attendez. Si tu l'as dit. Il faut pas oublier qu'Israël est une démocratie et quelques heures après les frappes, les attaques terroristes du Hamas, il y a eu des éditos dans par exemple Haaretz qui ont remis en cause l'action de Netanyahou, l'échec des services secrets. C'est drôle parce que j'ai vu il y a quelques jours le film sur Canal+ qui s'appelle Golda où Hélène Mirren joue Golda Meir qui passe devant une commission d'enquête en fin 73, quelques jours après la guerre du Kippour. Elle tombe quelques mois après, d'ailleurs. Oui, voilà. Et ça résonne sur le fait qu'elles doivent démissionner quelques mois après, que cette démocratie va sans doute faire une grande commission d'enquête sur les erreurs, les manquements. Netanyahou qui a sans doute désarmé. Il faut autre chose. Je vais finir ma phrase. Frédéric, on est entre nous, il faut qu'on s'écoute. Netanyahou qui a sans doute désarmé la surveillance des kibboutz près de Gaza au profit de colons de Cisjordanie. Donc tout ça, ça va être fait. Et maintenant, je pense un peu comme Franck que l'acte est tellement monstrueux, et je cite la balise IFOP fiduciale pour Sud Radio de la semaine dernière, où 89% des Français, loin de crimes de guerre, crimes de résistance, etc., voyaient les crimes du Hamas comme des crimes contre l'humanité. C'est pas un terme anodin, et une énorme majorité de sympathisants LFI et d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon. On se retrouve dans un petit instant pour continuer ce débat. Tout de suite. Êtes-vous d'accord ? Valérie Expert. On n'est pas parti pour changer de sujet, cher Frédéric Dabi. On est ensemble pour commenter cette actualité difficile, compliquée, terrible. Et je voulais juste vous lire le tweet d'un auditeur qui dit attention, les médias s'indignent pour les montées antisémites, et ils ont raison, mais pensez à vous indigner aussi pour les amalgames faits entre arabes, palestiniens et terroristes. Bien évidemment, et justement, et c'est ce que disait Franck Tapiro tout à l'heure, c'est-à-dire que le pire pour le Hamas, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ça, c'est tuer le mouvement palestinien. C'est la première des choses qu'ils ont faite en fait le 7 octobre, c'est que en montrant que cet acte même pas un acte terroriste, c'est pas un acte terroriste, de barbarie absolue qu'on n'a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale, ce pogrom. En fait, aller dans le sens de la libération du peuple palestinien, ils ont pris en otage une fois de plus le peuple palestinien, alors qu'on sait très bien, dans la charte du Hamas, il n'y a pas libéré le peuple palestinien, il y a marqué détruire Israël. C'est totalement différent. Et donc ils leur ont mis une deuxième faute sur le dos. Depuis la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, on a vu un certain nombre de massacres sous toutes les latitudes. Je rappellerai seulement le massacre des Khmers, je veux dire, au Cambodge, qui a fait plus d'1 million de morts, donc 1,5 million. Donc c'est pas malheureusement quelque chose de nouveau. Moi, ce qui me paraît quand même important dans cette affaire, et je relativiserai ce que vous dites, c'est-à-dire que oui, le Hamas se désintéresse de fait de la cause palestinienne. Le sujet du Hamas, c'est finalement de mettre en place une société totalitaire et islamiste, clairement soutenue par l'Iran. C'est le projet politique, c'est la charte du Hamas, évidemment, et qui se sert de la cause palestinienne pour évidemment faire avancer ces idées. Mais là où, malheureusement, et je dis bien malheureusement et dramatiquement, où ils ont réussi, c'est qu'ils ont réussi 2 choses. Ils ont ramené
malgré tout, le sujet de la question palestinienne au haut de l'agenda politique. C'était quelque chose qui, de fait, avait quand même plus ou moins disparu depuis quelques années, et d'autant plus avec le démarrage du conflit en Ukraine, qui d'ailleurs est passé aujourd'hui au second plan du scope médiatique et peut-être aussi du scope diplomatique. On verra en tout cas dans les mois qui viennent. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est que en parvenant à ramener au haut de cet agenda, ils ont réussi à ressouder la rue arabe. Et moi, quand même, ce qui se passe depuis 24 heures et depuis hier soir dans un certain nombre de capitales, qu'il s'agisse en Jordanie, qu'il s'agisse de Beyrouth, est tout à fait révélateur de, finalement, ce travail qui est un travail de fond, qui consiste finalement à ressouder un monde arabe qui est par ailleurs, on le sait, historiquement assez divisé, autour de la question palestinienne. Donc, deux points de vue, j'allais dire, mais cliniquement, je veux dire, en laissant de côté, je veux dire, toutes les indignations légitimes et nécessaires, je crois que, politiquement, pour l'instant, en tout cas, ils ont réussi leur coup de leur point de vue. Et c'est ce qui, manifestement, est quand même tragique et dramatique. Vous avez une idée de comment on s'en sort ? Alors, d'abord, Franck, vous vouliez vous revenir, on va revenir sur le processus, les discussions qui sont en cours, sur l'intervention de Biden, mais vous aviez un coup de gueule, ou en tout cas, un coup de projecteur sur ce qui s'est passé. Coup de cœur pour Jean-Jacques Bourdin, parce que merci d'avoir révélé le grand jour. Ce que nous savions tous, c'est que Daniel Obono appartenait à la France indigne. Merci d'avoir révélé l'indignité de cette secte dirigée par le grand gourou Mélenchon, qui, depuis des années maintenant, utilise sa portée, parce que n'oublions pas que c'est un groupe à l'Assemblée nationale, pour déverser un discours de haine, et pire que ça, pour être collabo et faire exactement le jeu du terroriste. Je pèse mes mots, puisqu'il l'a prouvé. Collabo, c'est... Alors j'ai dit pourquoi collabo. Vous savez très bien que quand on ne désigne pas... C'est une insulte. Oui, non, pas du tout. C'est pénalement. C'est un fait. Pénalement, quand on ne reconnaît pas le caractère terroriste, non seulement d'un groupement terroriste et d'une action terroriste, c'est de la complicité et de l'apologie du terrorisme. C'est pénal. Madame Obono, grâce à l'intervention magnifique de cet intervieweur de génie qui avait Jean-Jacques Bourdin... Il a posé 10 fois la question. Voilà. Il l'a poussé dans ce dernier retranchement pour dire ce qu'elle pense. Et ce qu'ils pensent tous. Ce ne sont pas des éléments de langage. Ils le pensent. Ceux qui ne le pensent pas sortent de la NUPS aujourd'hui, sortent de LFI. Les autres, il faut le savoir, ceux qui restent pensent exactement comme elle. Le Hamas, elle l'a dit, est un mouvement de résistance. J'ai amené... Et j'ai fait une vidéo hier, le portrait de Jean Moulin. Regardez bien ce portrait. Lui était un résistant qui a été martyrisé, qui a été torturé dans les geôles nazis et qui n'a rien dit. Pourquoi ? Parce que lui respectait nos valeurs. Lui nous donnait de l'honneur. Lui était digne. Et lui a gardé le silence. Madame Obono, tchatch, comme tous les autres appartenant à cette secte, de partout, dans l'indignité absolue. Et elle compare cet homme qui nous honore avec cette horreur de Hamas. Ça veut dire quoi ? Elle imagine peut-être que Jean Moulin et les collaborateurs et tous les résistants face aux collabos allaient découper des têtes d'enfants, violer des enfants devant leurs parents, brûler les cadavres, aller les démembrer. Comment peut-on comparer dans cette indignité l'incomparable ? Donc, elle mérite un procès, elle mérite d'être exclue de l'Assemblée nationale, et pour moi, LFI ne mérite plus le titre de parti républicain. C'est ce qu'a dit hier. Moi, je pense qu'il ne devrait plus être à l'Assemblée nationale. Absolument. C'est ce qu'elle dit, Madame Borne, hier. Juste répondre quand même. C'est les électeurs qui en décideront. C'est au répondre aux critiques qui ont été faites. On n'a pas d'accord, c'est la loi. On a le droit de les virer de l'Assemblée. On n'a pas viré de l'Assemblée. Alors, juste répondre aux critiques qui ont été faites à Jean-Jacques Bourdin sur le fait qu'il avait posé 10 fois la question. On peut me poser ou vous poser 10 fois la question, vous ne répondrez pas, et vous pouvez, on répondra différemment. Exactement. On répondra non, voilà. Ou arrêtez de me parler comme ça. Enfin, elle était libérée, elle était soulagée. Elle était tellement soulagée de enfin dire ce qu'elle pense. Non, elle était un petit peu gênée aux entournures. Frédéric Dabi sur. Elle l'a dit. Je vais revenir sur les enquêtes d'opinion et la balise de la semaine dernière. Dans l'enquête fiduciale pour Sud Radio, on a proposé aux Français pour leur demander s'ils étaient satisfaits ou mécontents des prises de position et attitudes des différents partis politiques depuis le déclenchement de l'attaque du Hamas. Et très clairement, ce qui frappe, c'est que le parti qui apparaît, qui a suscité le plus de mécontentement, c'est la France insoumise. Et il y a vraiment une nuance que font les Français entre LFI d'un côté et le PC, Europe Écologie Les Verts, qui s'appelle maintenant les écologistes, je crois, et le PS, et symboliquement, et ça montre à quel point l'époque change de manière
incroyable. Le parti qui a suscité la plus forte satisfaction sur sa prise de position contre l'antisémitisme, c'est le Rassemblement national. On est loin des saillies, des jeux de mots, des dérapages de Jean-Marie Le Pen en la matière. Mais quand même, cette affaire, ça montre une fois de plus que depuis maintenant quelques mois, systématiquement dans les faits d'actualité, dans les débats sociétaux, il y a un décalage de plus en plus fort. Ça explique aussi, au-delà de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon qui dérape de plus en plus, qu'il y a un décalage entre le centre de gravité idéologique, pardon, comme François Mitterrand, du peuple de gauche, et le centre de gravité des élus de la France insoumise, sur l'abaya, sur la police qui tue, sur le racisme systémique, sur l'invitation de Médine, et maintenant sur l'attaque du Hamas, puisque même l'électorat, les sympathisants de la France insoumise était une majorité à voir ces crimes comme des crimes contre l'humanité. Oui, je suis d'accord. Il faut faire très attention quand même, j'allais dire, à l'analyse de l'opinion immédiate. Parce que, évidemment, nous vivons actuellement un moment qui est un moment de sidération, qui est un moment extrêmement fort, qui crée un effet, je vais dire, de souffle dans l'opinion publique. Après, ça peut évoluer. Vous savez, quand on regarde l'évolution de l'opinion publique, il n'y avait pas de sondage durant l'occupation, mais il y avait des rapports des préfets qui étaient très intéressants. Et les rapports des préfets, quand on lit, on voit très bien que l'opinion publique évolue au gré des événements. Donc il faut toujours être très prudent sur la photographie du moment. Mais par contre, il faut s'interroger sur la stratégie aujourd'hui de la France insoumise. Pourquoi finalement Jean-Luc Mélenchon a fait ce choix depuis un certain nombre d'années d'une alliance avec ce que l'on peut appeler les milieux islamo-gauchistes, indigénistes, etc., etc. Il l'a fait d'abord pour des raisons qui sont électorales. Parce qu'il y a un certain nombre de parlementaires, pas tous, de la France insoumise, les parlementaires qui sont notamment élus en région parisienne, ou parfois à Marseille, ou parfois à Toulouse, ou parfois à Roubaix, qui bénéficient de ce vote communautaire, qui est un vote qui a une sympathie marquée pour un certain nombre de courants islamistes, ou en tout cas communautaristes. Ça, c'est une raison électorale. Mais ensuite, il y a une autre raison, qui est une raison de fond, à mon sens. Et c'est là que Jean-Luc Mélenchon prend un chemin qui est extrêmement dangereux. C'est que Jean-Luc Mélenchon considère que la situation de la société française est à un tel point de rupture que nous sommes rentrés dans une conjoncture pré-révolutionnaire. Et là, il retrouve son logiciel, qui est le logiciel de sa jeunesse, qui est le logiciel lambertiste, le logiciel trotskiste. Et c'est ce pari qu'il fait, qui est un pari, en effet, qui me semble sortir des chemins classiques de la République et de la démocratie. Pour retourner dans le détail qui n'en est pas un, parce que j'ai dit que ça ne se réglera pas à l'Assemblée, ni avec les électeurs, mais dans les tribunaux, je parlais du problème juridique. Regardez le vice de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, c'est extraordinaire. Quand il dit « ce ne sont pas des crimes contre l'humanité, mais des crimes de guerre ». Ça se sent en quoi, ce mot-là ? C'est très simple. Que le Hamas est une armée régulière. Et deux, c'est terrible. C'est quoi la différence entre un crime de guerre et un crime contre l'humanité ? C'est l'imprescriptibilité. Les crimes de guerre sont prescriptibles, les crimes contre l'humanité ne le sont pas. Quand on va ajouter du vice à l'indignité, pour moi, on ne mérite plus sa place à l'Assemblée nationale. Petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, on parlait donc de la France insoumise et de l'opinion. Frédéric Dabi, vous avez réalisé pour IFOP Fiducial un sondage sur les intentions de vote pour les européennes, alors des élections qui n'intéressent pas beaucoup les Français, mais qui néanmoins, aujourd'hui, même après, non, c'est pas une participation énorme de vote, néanmoins c'est intéressant et ça peut nous faire un lien évidemment avec ce dont on parlait et la France insoumise. Oui, c'est une enquête faite pour Sud Radio et Le Figaro. C'était en une du Figaro ce matin. Ce qui est intéressant, c'est 3 éléments. Premièrement, l'URN tire profit de la séquence actuelle, puisque ce ne sont que les intentions de vote. 8 mois avant, l'offre électorale n'est pas figée, mais la liste Bardella obtiendrait 28%. 3 points de plus par rapport à début septembre. 28%, c'est un score jamais vu pour les européennes, pour la France insoumise, pour le Rassemblement national, qui avait fait le FN 25 en 2014 et 24 en 2019, avec un RN en tête dans quasiment toutes les catégories, un tiers des salariés. La bataille de 2027 sera une bataille du salariat, et l'écart avec Renaissance, qui tire malgré tout le choc, est de 8 points, 28 contre 20. Et à gauche, avec cette hypothèse de liste des Unis, parce qu'il n'y aura pas de liste NUPES Unis, ça maintenant on en est absolument certain, aucune liste parvient
à atteindre 10%, et c'est équilibré entre France Insoumise, 9%, mais 1 point de moins par rapport à l'enquête du mois de septembre, 8 pour les écologistes, 9 pour les socialistes, et 5 pour le Parti communiste français. On a une gauche, un total gauche qui n'est pas ridicule, qui reste quand même faible, mais qui serait à mon avis supérieur à ce qu'on aurait testé pour une liste unie, où il y a de plus en plus, on voyait de déperdition de sympathisants de gauche qui ne choisissaient pas une liste NUPES unie pour les raisons dont on a parlé. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, cet amalgame de gauche ? Ils ont ils ont signé un accord programmatique au moment des élections législatives, mais dès le début, les Français, c'était une enquête pour Humanité, avaient appréhender la NUPES, non pas comme un programme commun PCPS, MRG des années 70, mais comme une coalition électorale qui n'irait pas très loin, et les Français ont eu une fois de plus raison. Mais on voit que LR est un peu dans les choux, même totalement. Oui, 8 à 8,5, c'est le score de François-Xavier Bellamy la dernière fois. C'est le double de Pécresse. Voilà. Reconquête, on a beaucoup parlé d'un match Maréchal-Bardella. Ce match, pour l'instant, n'a pas lieu. C'est très favorable à Jordan Bardella. Reconquête, c'est à combien 6%. Ah oui, c'est pour ça, mais ça leur permet d'avoir des élus. Tout à fait, vous avez raison. Ce qui n'est pas négligeable. Il y a quelque chose quand même dans la politique aujourd'hui qui est terrible. Là, je vous parle en tant que Français de confession juive. C'est qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les deux seules personnes qui ont fait un discours qui a rassuré l'ensemble de la communauté juive, ce soit le Rassemblement national. Vous imaginez la catastrophe de la politique française aujourd'hui si on en revient à se dire que pour protéger les Français de confession juive, heureusement qu'il y a Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'est ça aujourd'hui la réalité de la politique française. La catastrophe à droite, la catastrophe à gauche, la catastrophe au centre, partout sauf... Et ça, je dois le dire, la classe politique qui a bien réagi au démarrage, le chef de l'État qui a été le premier à tweeter le 7 octobre, le premier à tweeter, et l'ensemble du gouvernement ont extrêmement bien réagi. Mais après, derrière, comment la classe politique a réagi? Regardez qui a été le plus clair à l'Assemblée nationale. Et je ne parle pas encore une fois des indignes, de la secte. Je parle du Rassemblement national. Donc aujourd'hui, il faut vous dire que c'est absurde. Qui aurait pu imaginer, ne serait-ce qu'il y a 5 ans ou 10 ans, qu'un jour, les Français de confession juive soient défendus par le RN? Il faut se poser la question de savoir où est la droite, où est la gauche. Non, sur le sondage, moi, il ne me surprend pas, et je crois qu'il ne surprend personne au regard de ce qu'on est en train de traverser, à la fois sur la scène internationale et sur la scène nationale. Que le Rassemblement national soit en tête au soir des élections européennes, ça me paraît une hypothèse tout à fait probable, mais il y a quand même un facteur qu'il faudra regarder de près, parce que c'est une élection à très fort taux d'abstention. L'élection européenne, c'est là où il y a le plus gros taux d'abstention. Même si, Arnaud, en 2019, l'abstention avait reculé pour la première fois par rapport à 2014. C'est vrai, mais parce qu'on sortait de la crise des Gilets jaunes, il faut s'en souvenir. Mais il faudra voir la capacité des classes populaires à se mobiliser lors de cette élection, parce que c'est une élection où en général les classes moyennes, supérieures et les CSP+, se mobilisent, parce que c'est une élection qui mobilise en général ce type de catégorie sociale, comme d'ailleurs toutes les élections. Les classes populaires, elles, parfois, peuvent rester à la maison. Et disons, on peut avoir à un moment donné un phénomène de ce que les sondeurs connaissent bien, c'est-à-dire l'abstention différenciée, qui risque de profiter, par exemple, peut-être à Emmanuel Macron et au parti de gouvernement. Donc c'est encore, je crois qu'il faut être là aussi très prudent. On est à 8 mois d'élection, mais clairement, le grand favori, c'est le Rassemblement national. C'est clair. Sachant qu'il est arrivé en tête en 2014 et 2019. C'est l'élection de référence. C'est le Rassemblement national qui a pris la parole à l'Assemblée nationale. Je me suis même fait engueuler. C'est absolument le comble. En disant comment ils sont accaparés la fête des entreprises. Eh bien oui, figurez-vous que dans le sondage que j'ai sorti, les premiers présumés aimer l'entreprise, c'est le Parti républicain, mais immédiatement après, à 2 points, c'est le Rassemblement national, alors qu'évidemment c'est une catastrophe pour la gauche. Et il y a un député qui s'est levé, qui a dit « Je voudrais aujourd'hui qu'on souhaite dans 2 jours, j'aime ma boîte, la fête des entreprises ». À l'Assemblée, j'étais contente, mais le comble, c'est qu'ils sont tellement, il y a un tel antagonisme que la fête de l'entreprise, on se fait engueuler parce que c'est le Rassemblement national qui l'a souhaité. C'est de moins en moins vrai quand même. Pardon ? C'est de moins en moins vrai. Le Rassemblement national a réussi ces dernières années, et notamment ces dernières années, son processus de banalisation et de notabilisation. Je vais prendre un exemple. Les élections sénatoriales. C'est très intéressant, les élections sénatoriales. Tout le monde s'en foutait des élections sénatoriales. Mais il faut quand même regarder le vote des grands électeurs. Le vote des grands électeurs,
pour les candidats du Rassemblement national est largement au-dessus de l'étiage dont le Rassemblement national peut se revendiquer. C'est-à-dire qu'on a des départements où vous avez des candidats du Rassemblement national qui ont eu plus de 150 voix dans des départements ruraux. Donc ça veut dire qu'il y a une implantation, une notabilisation, une banalisation, une normalisation du Rassemblement national. C'est vrai chez les grands électeurs et c'est vrai quand même dans de larges secteurs de l'opinion publique. Les sondages le démontrent. C'est vrai aussi dans leur esprit parce qu'on parle de ça comme si c'était une tactique. Et le contraste avec la France insoumise, pardon, je termine, le contraste avec la France insoumise rend d'autant plus fréquentable le Rassemblement national qui, clairement, je veux dire, prend des positions qui sont des positions... ce n'est pas qu'une technique. Parce que tout le monde dit c'est une technique de dédiabolisation. Il se trouve que nous avons rencontré des parlementaires de toutes sortes, qu'on met nos chefs d'entreprise face à des parlementaires pour qu'ils leur expliquent ce que c'est qu'une boîte, et que la bonne volonté des derniers élus, des parlementaires qui sont aujourd'hui à l'Assemblée, j'aimerais savoir ce qu'on peut leur trouver de commun avec ce qu'a été le pénisme qu'on a connu. Juste un mot, aujourd'hui, on parle de dédiabolisation, mais pour moi, elle est terminée depuis bien longtemps. Ils sont dans une phase de séduction. Et aujourd'hui, ils ont tellement réussi qu'il n'y a plus qu'un seul parti extrême à l'Assemblée, c'est la NUPS. Le RN n'est plus considéré par leurs électeurs et par le public comme un parti d'extrême droite, par exemple. Oui, mais par les autres, ce que dit Franck est juste. Dans notre dernière balise, il y a quelques semaines, on avait travaillé sur les traits d'image comparés entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. C'est Jean-Luc Mélenchon qui inquiète le plus par rapport à Marine Le Pen. Exactement. Et c'est lui qui est vu comme le moins attaché aux valeurs démocratiques. Là aussi, c'est une véritable rupture quand on connaît le baromètre historique de mes amis de la Sofres où dans les années 80, 90 et même 2000, il y avait entre 3/4 et 85% des Français qui disaient oui, le FN est un danger pour la démocratie. Oui, mais oui. Non, mais donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut qu'il y ait un examen de conscience en fait de la classe politique dans son ensemble. Mais la droite et la gauche ont peut-être explosé en 2017, mais il est temps peut-être que la droite et la gauche républicaine, peut-être même s'allient, se parlent. Pourquoi ? Parce que pour renaître, l'un ne pourra pas renaître sans l'autre. Moi j'appellerais à une entente, à un congrès de la droite et de la gauche, mais des vrais. Oui, mais de Manuel Valls jusqu'à David Lisnard. Mais ça s'appelle Emmanuel Macron, ça. Pardon ? Ça s'appelle Emmanuel Macron a eu l'intelligence de dire en même temps, et je l'ai détruit, et j'arrive par-dessus. Au contraire, l'idée c'est de revenir avec les fondamentaux de la droite, par exemple David Lisnard, et prendre un fondamental de la gauche, le retour des libéraux avec Manuel Valls, et de les faire se parler. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir recréer d'abord une dialectique droite-gauche dont on a besoin aujourd'hui, sinon il n'y aura qu'un extrême, ce sera à gauche, et un parti de droite qui va remplacer, donc le RN va remplacer la droite et le centre. Franck, ça me paraît assez dangereux, mais je le dirai plus tard. Moi aussi, je suis d'accord. Allez-y, parce qu'après on va reparler. C'est dangereux si on met la gauche et la droite ensemble face au Rassemblement national. La gauche de gouvernement, ça installe une fois de plus une alternative qui est le RN, puisque la petite musique que nous racontent les Français dans beaucoup d'enquêtes qualitatives, où ils s'expriment spontanément, c'est un récit de la vie politique depuis 15 ans. Sarkozy a échoué, Hollande n'a pas fait mieux, Emmanuel Macron finalement c'est décevant. J'ai pas dit faire un parti commun. Non, j'ai dit qu'on fasse un congrès pour redéfinir les fondamentaux de la droite et de la gauche. Peut-être, mais vous savez, le clivage gauche-droite, ça a toujours été la meilleure manière d'éviter les votes extrêmes. Mais c'est ce que je dis, mais aujourd'hui, pour qu'il y ait un clivage, il faut qu'ils se rencontrent, à la limite, pour recréer les zones de discorde qui n'existent plus aujourd'hui. Juste un dernier point. Le problème, c'est que le Rassemblement national a métabolisé et mangé tout l'espace d'une partie de la droite républicaine. Aujourd'hui, quand vous prenez les positions du Rassemblement national, ce sont les positions que tenait le RPR ou même l'UDR dans les années 70 et les années 80, pour ceux qui ont un peu de mémoire politique. Donc, ni plus ni moins. Voilà où est aujourd'hui située Marine Le Pen. C'est sa force, et c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui en constante progression dans l'opinion publique. On va marquer une pause et on va revenir sur les conséquences de ce qui se passe en Israël, en France en particulier. Alerte à la bombe hier au château de Versailles, aujourd'hui à l'aéroport de Toulouse, à l'aéroport de Lille. À Rome, une école est évacuée, une école juive est évacuée à Rome après une alerte à la bombe. Et puis, que peut faire Joe Biden ? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec Sophie de Menton, Frédéric Dabi, Arnaud Benedetti et Franck Tapiro, je vous posais la question de l'ambiance, du climat et les répercussions sur la France avec des alertes à la bombe dans énormément d'aéroports. J'ai cité Lille, Toulouse, on me dit que Lyon également est victime d'une alerte à la bombe. Hier, le château de Versailles, samedi, Versailles et le Louvre. On voit de plus en plus
on a des retours d'actes d'affrontements, d'actes antisémites. Qu'est-ce qui va se passer? On va devoir vivre avec ça. Mais ça fait très longtemps que l'importation du conflit a lieu. La gauche a commencé il y a à peu près une vingtaine d'années, au début des années 2000. Ça s'est amplifié, bien entendu, avec la France indigne, qui, alors là, eux, accélèrent de plus en plus, pour des raisons électorales, comme vous l'avez très très bien dit tout à l'heure. Mais on oublie que même s'il y a des causes électorales, les conséquences sont humaines et épouvantables. Quand on n'est pas capable, pareil, parce que rappelez-vous au Zaratora, il y a quelques années, plus de 10 ans, ça a ému qui en France au Zaratora? Ça n'a ému que des Juifs. Quand il y a eu Ilan Halimi, ça a ému qui? Je le redis, je peux vous dire, j'étais à la tête. C'est pas vrai, mais non seulement c'est vrai, j'étais en pleine élection présidentielle. Et comme j'en organisais beaucoup, et j'étais dans les comités d'organisation des manifs, je peux vous dire, j'aurais aimé avoir tort aujourd'hui. Ilan Halimi voulait qu'on en parle, Sarah Halimi voulait qu'on en parle. Encore une fois, quand il y a 30 000 personnes et qu'il y a pratiquement 29 000 Juifs, c'est un échec de la République. Alors que ce ne sont pas des Juifs qui sont assassinés, ce sont des Français, ce sont des personnes, quelle que soit leur religion. Si être juif vous condamne avec une double peine pour ne pas avoir à soutenir, à rendre hommage, c'est qu'il y a un problème d'antisémitisme profond. Pareil avec ces Israéliens. C'est vrai que déjà les Juifs, on a du mal à rendre hommage, mais alors quand en plus ils sont israéliens, c'est un drame. Lisez ce que les gens disent, vous allez voir, et écoutez. Mais il y avait eu ce sondage une semaine avant l'attentat qui a eu lieu en Israël, sondage qui concernait les étudiants juifs, qui montrait qu'il y avait une résurgence d'antisémitisme dans le milieu étudiant. 91% des étudiants de confession juive déclaraient avoir déjà été victimes d'une insulte ou d'une attaque physique, surtout une insulte. Quand même, je vais un petit peu nuancer sur l'affaire d'Ozar Hatorah. Il faut pas refaire en 2022 pour le CRIF, 10 ans après les crimes de Mohamed Merah, une enquête sur la mémoire des Français. Elle restait vive et émue, mais ce qui est vrai, c'est que les drames de 2012, les assassinats de soldats, notamment Imad Ziaten, et rendons hommage à sa mère, qui est une personne absolument extraordinaire, ont été un peu occultés par le bloc 2015, c'est-à-dire Charlie Hebdo en janvier et le Bataclan et les terrasses en novembre et Nice. C'est dans la mémoire collective de ce point de vue-là. C'est triste, mais c'est comme ça qu'on l'a constaté. C'est 2015 qui apparaît, même plus que 2016, comme le moment dramatique d'acte du terrorisme. Et puis en 2012, il faut se souvenir, on était en pleine élection présidentielle. L'ensemble de la classe politique et Jean-Luc Mélenchon à l'époque, qui n'avait pas commencé sa lente dérive, loin des rives de la République, s'était associé à, j'allais dire, au moment d'émotion et avait fait part, en effet, de son indignation. Donc les choses ont évolué malheureusement depuis 2012. Non, parce que l'affaire Sarah Halimi en 2017, pareil, en pleine campagne présidentielle. Ah non, c'est pas autre chose. On a transformé un meurtre terroriste prémédité, et vous allez voir qu'on finira bien par le démontrer un jour, en un acte d'un fou qui avait pris un joint, et donc on a dit qu'il y avait une abolition de jugement, alors que les experts n'étaient pas unanimes. Et cette époque-là, je peux vous dire qu'il n'y avait que des juifs dans la rue pour se plaindre, et aujourd'hui encore, ça n'émeut que la communauté juive. Encore une fois, on le dit et on le répète, quand un juif est attaqué, c'est la République tout entière qui l'est. Donc il faut que la riposte soit républicaine. Si elle est compartimentée uniquement à la communauté juive, c'est qu'on a raté quelque chose. Écoutez, encore une fois, on peut parler des heures en étant tous d'accord sur ces atrocités. Est-ce que vous avez, moi je suis désolée, est-ce qu'il y a une solution? Comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on s'y prend? Déjà, on empêche certains politiques qui font de l'apologie du terrorisme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais on les vire pourquoi? C'est surtout à un moment, la liberté d'expression a une limite. Quand on fait de l'apologie du terrorisme, c'est pénal, parce qu'on sait très bien que ça gangrène des cerveaux qui n'attendent que ça. Pourquoi est-ce que j'ai fait un appel la semaine dernière? Alors, mais ils sont où? Parce que elle est où l'indignation? Mais même dans donc on les vire. Au point de vue global, pourquoi je voulais que les comiques et que les sportifs parlent? Pour justement parler aux jeunes, parler à cette jeunesse qui peut être manipulée ou manipulable, pour leur dire attention, on n'est pas là à dire qui a raison, on n'est pas là à dire je suis pro-israélien ou pro-palestinien, on est là à dire on est tous unis contre le terrorisme. Donc encore une fois, il faut unir au lieu de diviser. Et ce que font les indignes et d'autres, il ne faut que diviser. C'est eux qui gangrènent ces cerveaux. C'est eux qui seront un jour responsables moralement par rapport à tous ces attentats, par rapport à toutes ces insultes, par rapport à toute cette peur. Aujourd'hui en France, en 2023, des parents de confession juive ont peur d'emmener leurs enfants à l'école publique ou à l'école juive. Si c'est ça
aujourd'hui que propose la France, c'est qu'on a tout raté. Alors qu'est-ce qu'on fait après ? On les vire, d'accord. Ensuite, j'avais été frappé par un chiffre de l'enquête JDD d'il y a quelques jours. On a repris une question posée en février 2016, quelques mois après les attentats de novembre. On demandait si les Français de confession juive étaient plus en danger que les autres dans le contexte actuel. C'est presque un Français sur deux qui en a conscience. Que maintenant, cette affaire de terrorisme met en exergue des cibles. Les policiers, il y a quelques jours, Valérie, le verdict du procès de Magnanville, 2 policiers tués à leur domicile, les enseignants. Trouvez-moi un prof d'histoire, où sont les profs, c'est ce qu'avait dit l'assaillant, et les Français de confession juive. En 2016, il n'y avait que, entre guillemets, un Français sur 5 qui considérait que leurs compatriotes juifs étaient plus en danger que d'autres. C'est vrai que c'est les conséquences, et c'est un signe de fragmentation de la société, même si je nuance quand même. Je suis allé à la manifestation de lundi dernier à titre personnel. Je ne saurais pas dire s'il n'y avait que des Français de confession juive. Moi, à titre personnel, je suis allé avec 3 amis. Aucun des 3 n'était juif. Enfin, on va dire une immense majorité écrasante. Non, mais il y a pas eu de. Il faut être prudent sur le propos. Il faudrait un retour à un régime un peu autoritaire. Excusez-moi, parce que je vois que ça. Là, vous avez des auditeurs qui nous dénoncent une manipulation pour aller justement vers une plus grande surveillance. Cela dit, on voit. Surveillance, je sais pas, mais en tout cas autoritaire. On peut pas tolérer ça. On peut pas tolérer. Et on voit bien que tout ce qui est annoncé, être méchant avec les méchants, etc., ça marche concrètement, comment on fait ? Alors, c'est l'application. Et encore une fois, on en revient à un problème crucial en France depuis des années sur l'application des peines, quelle qu'elle soit. On parle de l'application des peines. Alors déjà, d'un point du grand banditisme, on sait que c'est vraiment à l'appréciation d'un juge, que le juge n'est pas responsable en plus. Parce que quand il libère que ce soit des gens qui ont mal agi ou même des pédophiles, et qu'il y a une récidive derrière, le juge, lui, n'est jamais impacté. Il va falloir à un moment qu'on transforme carrément, complètement notre système judiciaire pour donner une responsabilité pénale au juge. Le juge juge en notre nom. Là, on n'y est pas. Attention, quand on est des citoyens français et la République, quand on vote, c'est quoi ? On vote au nom de la France. Les juges rendent la justice en notre nom. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'ils la rendent ? Non. Pareil pour les OQTF. Les OQTF, j'en ai parlé avec 2 ou 3 juges qui connaissent bien le sujet. Ils m'ont dit, vous savez, nous on a honte de ce qui se passe en ce moment dans les médias. Dire qu'il faut changer encore la loi pour faire les OQTF et pour les dégager, c'est faux. Il faut juste avoir du courage, j'allais dire ça commence par un C, il faut du courage politique. Oui, mais il faut du courage et il faut des visas consulaires aussi. Parce qu'il y a l'autre sujet, il y a beaucoup de pays. Il y a des pays qui ne veulent pas de leurs ressortissants, l'Algérie, voire le Maroc. S'ils ont des papiers en règle, ils sont obligés de les recevoir. C'est un vrai sujet. S'ils ont des papiers en règle, la justice. Mais ce n'est pas ce que vous oubliez sur les recours aussi, pour en avoir parlé avec des policiers, c'est que c'est pratiquement impossible avec les recours des associations de défense des droits de l'homme, etc. Mais c'est en cela qu'il faut avoir un courage politique et aller vite. Je suis désolé, mais encore une fois, les 3 juges qui m'ont parlé ne sont pas des extrémistes, au contraire, ce sont des humanistes, mais ils m'ont dit, à un moment, c'est facile de dire, il faut encore des lois. La France sait produire des lois, mais elle ne sait pas les appliquer. Donc encore une fois, appliquons moins ce qu'on a, avec du courage politique. Je vous dis que les OQTF ne seront plus sur notre sol. C'est pas une question de nouvelles lois. Pas si évident que ça. Je suis d'accord avec vous, il faut du courage politique. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas seulement un problème de justice. C'est un problème de déni depuis 30 ans d'une grande partie des élites de ce pays qui n'ont pas vu la fragmentation et la communautarisation grandissante de la société française au nom d'un antiracisme, d'ailleurs d'un pseudo-antiracisme, parce que c'est pas de l'antiracisme. C'était tout simplement considérer qu'il fallait continuer à assigner les gens à leurs origines et surtout ne pas les déranger et éviter qu'ils puissent s'émanciper par une forme d'universalisme qui est l'universalisme français. C'était ça quand même. Et la gauche a renoncé à ce discours, elle porte une part de responsabilité. La droite au gouvernement n'a pas fait mieux en l'occurrence. Et je crois que c'est ça le vrai sujet. C'est une espèce de déni général politique qui nous amène dans la situation dans laquelle on se retrouve. Toujours du courage. Qu'est-ce que Joe Biden est allé faire en Israël ? J'entendais Gilles Kepel dire Israël ne décide de rien en fait sur la réponse, sur la riposte. Ce sont les États-Unis qui ont la décision déjà, entre les mains. C'est trop facile de dire ça parce que, in fine, est-ce qu'il y a une coalition militaire ou pas ? Non. Ça veut dire quoi ? C'est Israël qui est seul hier, aujourd'hui et demain, quoi qu'il arrive, pour faire la riposte militaire. C'est normal, il a été attaqué. Il y a un grand bateau devant Israël. Oui, justement. Donc, en revanche, les Américains sont l'allié inconditionnel d'Israël. Ils ont ramené, c'est 3 maintenant, 3 porte-avions pour montrer d'abord à toute la région,
On ne vous conseille pas. Et il l'a dit, il a été admiral Biden. Quand il a fait don't, please don't. Ça veut dire, ceux qui ont l'idée d'attaquer Israël aujourd'hui, de profiter d'une fragilité momentanée, ne le faites pas, nous sommes là. Ça veut dire qu'Israël va agir, va opérer, mais qu'il peut compter sur son soutien américain. Ça veut bien dire que les deux se parlent, il y a une coalition au moins entre les deux. Ça consiste en quoi le soutien ? Un soutien militaire, un soutien logistique, un soutien de pression. Puis c'est les Américains. Vous avez vu ce premier porte-avions qui est arrivé avec les 80 avions à bord. Ça impressionne, c'est un poids militaire. Aujourd'hui, Biden va aller en Israël. Je crois que la Jordanie a refusé finalement le voyage. Je crois que ça a été annulé à la dernière minute. Ça a un sens. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Biden est au soutien. Par exemple, la frappe sur l'hôpital. Biden vient de déclarer il y a quelques minutes qu'il a vu tous les éléments et que, donc c'est formel, le djihad islamique a commis cette erreur, ce but contre son camp, une fois de plus. Et il l'a attribué à Israël. Donc, on peut pas dire qu'Israël, il est seul militairement, mais il n'est plus seul diplomatiquement. C'est important de le dire. Il a confirmé que c'était une frappe. Il a confirmé il y a quelques minutes. Alors, il y a une guerre des images, il y a une guerre des mots. Il y a le brouillard de la guerre. Il y a le brouillard de la guerre. Et puis il y a la présomption de culpabilité éternelle d'Israël. Quoi qu'il arrive, Israël c'est coupable. Allez, on se retrouve demain. Tout de suite, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Très bonne journée.